Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Jamais campagne électorale des présidentielles américaines n'aura été aussi mouvementée après la tentative d'assassinat de l'ancien président Trump. Biden est soupçonné d'avoir le Covid et l'annonce de son écartement court telle une traînée de poudre avant que cela ne se confirme et que le président en campagne confirme son retrait au profit de la vice-présidente Kamala Harris. Celle-ci entre en jeu en force dans la campagne et à peine a-t-elle le temps de réaliser ce qui lui est arrivé que nous voilà avec l'autre annonce de la visite de Washington du Premier ministre de l'État collant sioniste à Washington. Les événements donc se suivent et s'enchaînent, provoquant de vives réactions. Netanyahou, sentant l'eau lui filer des mains ou entre les mains, avec les changements inattendus, vient chercher appui et renouveler le pacte avec ses alliés. Mais d'ores et déjà, des déclarations lui sont plutôt hostiles. D'ailleurs, et il n'y a pas que les déclarations, puisque même la population des Américains sont sortis auprès du Congrès pour manifester leur hostilité au Premier ministre sioniste et déclarer que sa place est derrière les barreaux. Retour sur ces événements qui se précipitent et laissent très peu de recul. Et pendant que ce temps, le supplice des Palestiniens perdure sur le terrain. Alors tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet et faire les présentations de nos deux invités, ce soir je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabri. Tout de suite. Elle serait plus difficile à battre que Joe Biden. Kamala Harris est fortement pressentie pour être investie par le Parti démocrate. Bien que son investiture ne soit pas encore officielle, c'est elle que Joe Biden a désignée pour assurer sa relève dans la course à la Maison-Blanche. La vie politique américaine s'est accélérée à vitesse grand V ces 2 dernières semaines. Tentative d'assassinat sur Trump, abandon de la course de Joe Biden. Les événements se succèdent. C'est dans ce même rythme effréné que Kamala Harris, à peine désignée, a lancé les hostilités envers son adversaire. Donald Trump veut faire reculer notre pays. Lui et son programme extrême Projet 2025 affaiblira la classe moyenne. Comme nous le savons, nous devons prendre cela au sérieux. Est-ce que vous pouvez croire qu'ils ont mis cette chose par écrit? Pour Donald Trump, Kamala Harris sera plus facile à battre que Joe Biden. Cependant, alors que celui-ci était donné perdant avec 6 points de retard, Kamala Harris suscite un regain d'intention de vote. Une dynamique nouvelle qui la porte selon un sondage Reuters à 2 points d'avance sur Trump, à 44% contre 42% pour le milliardaire. Alors que le match semblait plié pour Trump, l'étau se resserre, bien que la dynamique trumpiste soit loin d'être essoufflée. Toujours est-il que l'Amérique est de plus en plus divisée entre 2 camps qui ne se parlent plus. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous allons présenter à présent nos deux invités. Nous avons avec nous Badisr Nissa, expert en questions internationales, président du think tank Émergence. Badisr Nissa, bonsoir. Merci d'avoir été avec nous, ou d'être avec nous, pardon. Bonsoir, merci. Et bien sûr, Manuel Pouchelet, expert en relations internationales géopolitiques. Manuel Pouchelet, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors d'abord pour commencer, on va dire que depuis le début de cette campagne américaine à la Maison-Blanche, ça a été plutôt mouvementé. On a quand même eu droit à pas mal d'événements qui se sont précipités. D'abord avec la tentative d'assassinat de Donald Trump. Ensuite, on voit un Biden qui s'annonce ou qui annonce le Covid de Biden. Ensuite, Biden qui dit non, je ne me retire pas, je me sens très bien. Ensuite, une autre déclaration où il dit oui, voilà, je cède la place à Kamala Harris. Kamala Harris qui donc sera celle qui mènera campagne au nom des démocrates à la place de Biden. Pour commencer, Manuel Pouchelet, alors Biden qui se retire, quelle sera la suite finalement des événements selon vous?
Alors écoutez, quand on porte un regard d'expert sur la situation aux États-Unis, déjà, vous venez d'évoquer éventuellement l'investiture de Mme Kamala Harris, excusez-moi, Oui. mais force est de constater que pour l'instant, elle ne l'est pas. Il faut attendre la Convention démocrate de Chicago qui va l'élire. Donc en fait, M. Biden, à son tour, bouscule aussi les codes. Concernant les présidents qui ont refusé de se représenter, il y a quand même deux passés historiques. Il y a le président Truman en 52 et le président Johnson en 68. Donc si vous voulez, ce n'est pas une nouveauté. M. Biden, je pense, a subi une forme de pression de son propre camp. Je pense notamment à Mme Pelosi, qui est la présidente du Congrès, mais aussi de M. Barack Obama et de M. et Mme Clinton, qui lui ont bien fait comprendre, ainsi que John Kerry, il était peut-être temps de se retirer, parce que figurez-vous que derrière Donald Trump, vous avez un vice-président qui m'apparaît quand même très déterminé à rétablir certaines lignes dures que l'Amérique avait l'habitude d'avoir dans son discours. Maintenant, en effet, comme vous le soulignez dans le reportage, le temps s'est accéléré, mais attention, nous sommes encore à 107 jours du 7 novembre. Il y a encore du temps. Mais il ne faut pas croire que le camp démocrate va hériter et va devoir le défendre, si vous voulez, le lourd bilan de M. Biden. Et Mme Kamala Harris, je vous ferai remarquer, a été particulièrement effacée pendant cette vice-présidence, excusez-moi. Oui. Une vice-présidence qui, de toute façon, je pense que la campagne des démocrates, il est difficile d'en faire actuellement les thématiques qui vont être évoquées, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises sur de nombreuses émissions, je pense que ce qui intéresse les Américains en dehors de la scène internationale, c'est de savoir quels sous ils vont avoir dans la poche avec, que ce soit M. Donald Trump ou Mme Kamala Harris. Et dans ces cas-là, Badis Khnissa, est-ce que vous pensez que le retrait, parce qu'il paraît quand même être un retrait forcé, on a vu au début les déclarations de Biden qui disaient « je n'ai aucune intention, que je suis l'homme de la situation » dans les entretiens qu'il vient de donner. Et juste le lendemain, il annonce donc qu'il laissera sa place à Kamala Harris et qu'il fait entièrement confiance à Kamala Harris. Contraint ou il l'a fait de bon gré ? Et je pense que cette campagne électorale est à l'image un peu de la vie américaine, le rêve américain digne d'une série, même de Netflix, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas au dernier épisode, il me semble, et que, sauf bien sûr surprise, grande surprise, effectivement, Kamala Harris devrait être investie lors de la convention d'investiture justement du 19 au 22 août prochain, notamment à Chicago. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il est pertinent de dire qu'effectivement, et vous faites bien de le rappeler à juste titre, que 2 jours auparavant, il était droit dans ses bottes en disant, effectivement, en garantissant même la victoire malgré les aléas, en tout cas, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue critique aussi sur son état de santé. Et 2 jours plus tard, effectivement, je dirais un point de bascule historique, même si je reviens un peu sur le retrait de Johnson en 68, qui lui était peut-être pour des raisons de maladies avérées, notamment atteint de cancer. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent, puisque de l'autre côté, Biden affirme qu'il est en état de santé, en tout cas pour conduire le pays, mais pas forcément pour la campagne électorale. Et c'est d'ailleurs un angle d'attaque aujourd'hui qui fait débat notamment, et que Kamala Harris devrait, encore une fois, endosser dans sa campagne électorale, dans des débats, vous l'aurez noté parfois, qui ne volent pas très haut. Mais en revanche, oui, je pense que Biden est revenu à la raison, bien sûr avec une pression importante, considérable, significative, notamment d'abord par les frondeurs eux-mêmes démocrates, et notamment les délégués démocrates du parti politique. Rappelons que Biden, un jour auparavant, avait demandé, je dirais même exigé, exhorté Biden de reconsidérer sa candidature. C'est pour vous dire qu'effectivement, des ténors comme Barack Obama, ancien président américain, qui demande justement à revisiter ou revoir en tout cas sa feuille de route, c'est vous dire qu'effectivement il y a une fronde grandissante. Il y a aussi un autre aspect très important pour lequel il a cédé, c'est l'aspect financier. Une campagne électorale américaine coûte très cher, très très cher même. Donc quand on sait qu'elle est basée sur des levées de fonds, sur des donateurs notamment richissimes, que ce soit d'ailleurs le PAC, ce qu'on appelle le PAC, donc des fonds capé à $3 500, mais aussi de riches milliardaires. Donc, juste pour vous donner un aperçu, un ordre d'idée, il y avait un risque de gel de plus de 90 millions de dollars, notamment si Biden ne retirait pas sa candidature. Au lendemain, justement, de son retrait, et surtout l'accaparement, je dirais, de la candidature, ce hold-up, entre parenthèses, de Kamala Harris par rapport à cette candidature, on a vu quasiment plus de 81 millions de dollars dedans en 48 heures.
et elle est montée à ce jour à plus de 191 millions de dollars. Ça dépasse de 60 millions celle de la campagne électorale de Trump. Oui. Effectivement, il y a plusieurs facteurs, notamment, mais qui aujourd'hui font revenir les démocrates à la raison, à la sagesse, mais surtout aussi au principe de vouloir gagner ces élections et non pas participer pour la gloire. Ben justement, c'est vrai qu'il y a pas mal de questionnements qui pourraient se poser, qui se posent d'ailleurs. Monsieur Manuel Pouchelet, justement, est-ce que vous pensez que maintenant que Kamala Harris a pris le bâton de pèlerin pour poursuivre le chemin qui était tracé à Biden, est-ce que, par exemple, on pourrait se poser cette question, est-ce que c'est Kamala Harris qui va faire la campagne pour Biden ou est-ce que c'est Kamala Harris qui va faire la campagne pour elle-même? Et la question plus simple, même si c'est un peu trop tôt pour se prononcer, Kamala Harris peut-elle détrôner ou faire concurrence à Trump et être le futur président des États-Unis? C'est une concurrente sérieuse, vous savez, Madame Harris, elle a quand même à passer aux affaires, qui est probant, malgré son effacement. Mais vous savez, comme disait Napoléon III, les gens qui savent parlent peu, ce qui est tout à fait son cas. Oui. Maintenant, je pense que l'erreur qui serait faite, comme on a pu le voir en France sur les législatives, ce serait de faire la campagne contre le camp de l'autre. Non, c'est pas ce que veulent les Américains. Les Américains, ils veulent des réponses à leurs interrogations. Ils veulent savoir comment ils vont finir les fins de mois, comment le système de santé va perdurer, comment l'emploi va se restructurer. D'autant qu'à l'international, bien entendu, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, il y a d'autres dossiers aussi préoccupants. Madame Harris, je pense qu'il est temps qu'elle marque de son empreinte, on va dire, peut-être un renouveau des démocrates, parce que finalement, j'espère qu'elle ne sera pas la digne héritière d'une politique qui a été initiée en 2008 par Barack Obama et dont M. Biden était le prolongement. Je pense que Mme Harris est capable, si vous voulez, d'insuffler un nouvel avenir aux États-Unis avec peut-être un nouveau discours, une nouvelle vue, mais aussi ce qui pour l'instant lui manque, et c'est ce qui fait d'ailleurs le jeu des Républicains, il lui manque un vice-président ou une vice-présidente, un colistier. Et ça, tant qu'on n'a pas de colistier, il sera difficile de pouvoir, on va dire, rendre son discours audible. Après, vous avez aussi les rendez-vous électoraux de la campagne, comme ce qui va se passer au mois d'août prochain, pour éventuellement son investiture, mais aussi vous avez d'autres rendez-vous qui sont très importants pour les Américains et auxquels ils sont très attachés. Ce sont aussi les débats télévisés, et celui du mois de juin avait été catastrophique pour M. Biden. Eh ben justement, on va voir si réellement Kamala Harris, d'ailleurs connue pour être, d'ailleurs elle a fait dans le droit, elle a été connue pour traquer les fraudeurs et elle connaît un peu, comme elle dit elle-même, donc quel est son adversaire, Donald Trump, qu'elle d'ailleurs ne qualifie pas avec ce qu'on appellerait, avec beaucoup de louanges. Elle a cité tous les noms d'oiseaux pour qualifier Trump. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans cette campagne qui s'est annoncée, il y a un facteur qui vient s'ajouter, et c'est ce de la visite, par exemple, Badis Nissa, par exemple, c'est la visite de Netanyahou, donc le Premier ministre sioniste, qui est en train, en ce moment même, de prononcer son discours au sein du Congrès américain. On dit que le Congrès est divisé. Réellement, est-il divisé, Badis Nissa, entre démocrates et républicains par rapport à la question de l'État sioniste? Je pense qu'une division d'apparence, bien évidemment, puisqu'il faut revenir un peu à l'ADN des États-Unis, notamment sur son, je dirais, soutien inconditionnel et indéfectible vis-à-vis de l'entité sioniste, d'une part, et d'autre part, bien évidemment, pourquoi je dis d'apparence, en tout cas, ou platonique, puisque, rappelez-vous, il y a eu beaucoup de divergences, notamment réelles, surtout palpables, entre Joe Biden et Netanyahou, avec des divergences tant sur la tactique, sur la stratégie, mais surtout aussi, après quelques mois de génocide à Gaza et quelques milliers de martyrs palestiniens, il faut dire que même dans le camp des Républicains, il y a des voix dissonantes qui demandent des comptes aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs, ce qui explique un peu l'objectif et la raison principale du déplacement de Netanyahou aujourd'hui, dans une période charnière quand même de la politique américaine, un point assez stratégique. D'ailleurs, ce qui n'explique pas pourquoi aujourd'hui Biden aurait pu attendre justement quelques heures pour déclarer son retrait. Il a fallu au fait aujourd'hui l'accueillir en tant que président quelque part titubant, un président fragilisé puisqu'il n'est plus candidat. Oui. Il essaie tant bien que mal de défendre son image et sa capacité à vouloir justement continuer à diriger le pays, mais encore une fois face à un Netanyahou qui est renforcé, un Netanyahou qui arrive un peu avec je dirais
le tapis rouge déroulé, puisqu'il va aussi également rencontrer à l'invitation de Trump, justement Donald Trump, pour qu'ils échangent notamment, comme s'il y avait déjà un scénario du après Biden. Donc oui, cette différence, je crains qu'elle n'aura pas d'impact ou d'incidence significative sur, en tout cas, la direction ou sur la stratégie adoptée par les États-Unis en matière de soutien, qu'il soit d'ailleurs armé, soutien militaire et même soutien financier. Ceci étant, ce qui explique aujourd'hui que Netanyahou est en perdition. Il essaye un peu d'avoir ce cautionnement qu'il a longtemps, je dirais, délaissé, voire même marginalisé. Et d'ailleurs, c'était le sujet phare de divergence entre Biden et Netanyahou. Eh bien justement, par rapport à ce soutien qu'il cherche, au fait, il dit dès l'arrivée donc à l'aéroport que de toute façon, Israël restera l'allié indéfectible des États-Unis au Moyen-Orient. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il est en train de rappeler certains principes ou certains pactes ou un pacte entre les deux pays pour le rappeler que de toute façon, ils auront toujours besoin de l'entité sioniste dans cette région. Manuel Pouchelet, alors ce n'est pas un hasard en tous les cas que des manifestants anti-sionistes, anti-Netanyahou soient là pour l'accueillir donc autour du Congrès américain pendant qu'il donne son discours. Eh bien, les slogans, eux, disent que tout simplement, je les reprends, nous sommes ici pour dire que le peuple américain refuse ce criminel de guerre ici et que le seul endroit où il devrait se retrouver, c'est derrière les barreaux. Il devrait s'en réjouir, Netanyahou. Je ne sais pas s'il doit s'en réjouir, mais une chose est sûre, c'est que de toute façon, peu importe où il se rende en Occident, c'est une personnalité qui est aujourd'hui détestée, puisque aux États-Unis, vous avez vu, il y a quand même eu énormément de mouvements dans les universités qui ont troublé l'ordre public, le déroulé des cours, avec des affrontements avec les forces de l'ordre. Maintenant, je rappelle une chose, la visite d'un Premier ministre, elle ne se fait pas en 15 jours, elle est faite sur plusieurs années, et elle était programmée à l'agenda. Maintenant, M. Netanyahou débarque aussi dans un pays qui est en pleine campagne électorale, il arrive aussi peut-être encore une fois pour demander de l'aide. Oui, bien sûr, votre invité l'a mentionné, il va aussi trouver une aide attentive du côté de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'il est de coutume, quand il y a une forme d'alternance aux États-Unis, l'alternance elle est réelle par rapport à l'Angleterre, ou au Royaume-Uni, excusez-moi, c'est-à-dire que cette fois-ci, les équipes de Donald Trump vont déjà, si vous voulez, lui donner certains éléments de langage. Moi, je me souviens du temps de la présidence de Trump, M. Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État, donc représentant donc, le ministère des Affaires étrangères, n'a pas arrêté de faire des tournées au Moyen-Orient pour rappeler les éléments de langage, alors que M. Blinken, qui occupe la fonction sous M. Biden, s'est très peu déplacé et ne s'est déplacé que dans l'urgence, avec même forcé son président à se déplacer en Israël ces derniers temps. Donc, si vous voulez, je pense que l'accueil du Premier ministre Benjamin Netanyahou aux États-Unis n'est ni plus ni moins qu'une forme de manifestation d'un mécontentement d'une partie des États-Unis, mais je vous rappelle aussi que l'électorat de la communauté juive aux États-Unis a quand même une forte influence et peut aussi, malheureusement, j'allais dire, déjouer s'imposer sur le sort des élections. Voilà, quand vous regardez certains films où ils ironisent, on va dire, sur le rôle joué par cette communauté, il y en a certains qui disent que ça peut leur apporter aussi des grands électeurs qui sont nécessaires pour l'investiture du président des États-Unis, en tout cas. Oui. Alors, il est vrai qu'on va dire que le choix entre démocrates et républicains, comme le disent une certaine presse, que finalement c'est divisé, que peut-être les démocrates peut-être ont quelques réserves par rapport à ce qui se passe à Gaza, n'est-ce pas? Kamala Harris, au début, il faut le rappeler, messieurs, que même si elle défendait l'idée de la grande, de l'entité sioniste qui a le droit de se défendre, pour reprendre, mais c'est également montré très critique à l'égard de la manière dont la guerre est menée. Mais c'est sans plus, je veux dire. Et dans ces cas-là, il ne faut pas oublier non plus, Badisr Nissa, que c'est Trump qui a négocié les accords d'Abraham, que c'est Trump, à l'époque, qui a donc transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv, on va le dire, vers Al-Aqsa. Donc, il ne faut pas vraiment craindre. En fait, finalement, Netanyahou n'est-il pas venu tout simplement pour avoir un peu plus de force afin de faire face à sa coalition qui aujourd'hui est très fragile là où il se trouve? Absolument, c'est une recherche désespérée, je dirais, de soutien d'abord politique par rapport à l'État américain.
indéfectible, et aussi un soutien, je dirais, moral, ou pourquoi pas d'alternance, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être pour Netanyahou, il est déjà sur le coup d'après, à savoir comment commencer à, je dirais, structurer une approche nouvelle, une nouvelle dynamique, notamment avec Trump. Trump, que je rappelle, lors de ses derniers discours, avait souligné l'importance, je dirais, et même l'injonction donnée aux factions de résistance palestiniennes à devoir libérer les otages dans les plus brefs délais, en tout cas avant qu'il arrive à la Maison-Blanche, parce que, dit-il, le prix sera exorbitant à payer s'il était président, il était élu président. Oui. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est de jeter de l'huile sur le feu, et Trump ne sera pas dans une approche d'apaisement, encore moins peut-être de recherche de cessez-le-feu. Lui qui l'a, je dirais, crié sur tous les toits, déclaré son soutien en tout cas à l'entité sioniste, et qui lui rend bien d'ailleurs, puisqu'il a été question aussi de lobby juif, notamment l'AIPAC aux États-Unis, qui fait et défait, je dirais, les présidents américains. Faut-il le rappeler? Donc l'État profond américain reste encore une fois un fidèle soutien inconditionnel et indéfectible à l'entité sioniste. Maintenant, pour Kamala Harris, comme vous l'avez évoqué, effectivement, c'est une approche très timorée. Et d'ailleurs, il faudrait revenir peut-être à son programme, puisqu'aujourd'hui, il est encore flou, même si on va considérer qu'elle n'est pas encore officialisée ou, je dirais, investie comme candidate. Néanmoins, sur, en tout cas, la politique étrangère qui est très importante pour l'État américain, mais pas forcément pour les Américains, puisqu'encore une fois, ça a été dit, ils sont très focalisés sur leur pouvoir d'achat et l'économie, comment relancer l'économie et recréer absolument des problèmes internes. Ceci étant, je pense que ça sera dans un continuum laissé, en tout cas hérité par Biden, peut-être à une différence près avec Trump, c'est qu'ils œuvreront énergiquement peut-être pour arriver à un cessez-le-feu. Oui, alors effectivement, le cessez-le-feu qui ne veut pas venir, qui est devenu quand même un outil de marchandage entre les parties prenantes dans ce conflit. Manuel Pouchet, il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'aimerais un petit peu avoir votre avis justement sur le discours que va prononcer ce soir Biden. Quel discours peut-on s'attendre? À quel discours peut-on s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à des effets d'annonce surprenants ou va-t-on rester dans un discours très classique, très monochrome? Je pense qu'il n'y aura pas spécialement d'effet d'annonce ce soir. Je pense que le président Biden va modestement annoncer qu'il conclut son mandat, comme il l'a dit il y a quelques jours, qu'il allait se contenter de jouer son rôle de président des États-Unis en n'étant plus candidat. C'est une forme d'apaisement pour lui, parce que je constate que c'est vrai que physiquement, on le considère comme étant très affaibli. Il va sûrement peut-être, et c'est là qu'il pourrait y avoir une forme de surprise, il va peut-être donner certains éléments de langage qui pourraient guider la campagne de Madame Kamala Harris. Mais vous savez, ça me fait penser un petit peu à un proverbe du Moyen-Orient qui garde son secret est maître de sa route. Et je pense que M. Biden l'a adopté tant dans la lettre que dans l'esprit. Oui. Alors, Badis Renissa, vous souhaitez peut-être rajouter un mot de la fin? Je pense que Biden, effectivement, va devoir rassurer les Américains dans sa capacité à continuer à gérer les affaires de l'État, mais surtout aussi à rassurer sur la candidature de Kamala Harris, qu'il avait d'ailleurs soutenue au lendemain, juste après justement son retrait. Mais j'aimerais juste revenir sur un point très important, très rapidement. Il faut rappeler qu'il y a eu un point de bascule dans cette campagne électorale qui était jusque-là une campagne assez soporifique, assez ennuyeuse pour les Américains. Or, aujourd'hui, il s'avère avec ce retrait et l'arrivée sur la scène de Kamala Harris, les rôles se sont inversés, ne serait-ce que justement par rapport à cette question d'âge, où effectivement Trump est devenu le plus sénile, Trump est devenu le plus âgé. Vous avez aussi, pour beaucoup, cette campagne électorale est vue comme une espèce de une campagne électorale d'un procureur ou d'une procureure en l'occurrence contre un repris de justice. Donc je pense que la campagne risque d'être très dynamique, très animée, et il me semble que Biden va jouer là-dessus. Lui qui n'a pas pu justement utiliser ce levier, notamment sur la justice, sur les déboires judiciaires justement de Trump, il va vouloir accentuer et surtout donner son soutien à Kamala Harris dans une campagne qui s'annonce encore une fois, comme j'ai expliqué, assez singulière. Et comme il aurait peut-être lui-même voulu mener cette campagne, n'eût été son état de santé, voyons maintenant pour le cas de Trump qui dit que maintenant que Kamala Harris est là,
c'est du gâteau. Bon, il a l'air d'être un peu trop confiant. On verra. De toute façon, le temps nous le dira. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous rappelle qu'était avec nous donc Badis Renissa, expert en questions internationales et président du think tank Émergence. Était avec nous également Manuel Pouchelet, expert en questions internationales et géopolitiques depuis Paris. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.